Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag écriture. J'ai trouvé une série de tweets, donc de threads, je ne sais pas comment on prononce ça, sur Twitter avec des questions sur l'écriture. J'ai trouvé les questions assez intéressantes et vu que la vidéo que j'avais faite sur l'écriture était assez brouillon et je m'en doutais, je vais répondre à cette série de tweets sur l'écriture, comme ça vous allez peut-être premièrement plus en apprendre sur moi en tant qu'autrice et également plus en apprendre sur ce que j'écris, donc ça peut être intéressant. Si vous voulez faire ce thread, ce tweet, pour mes amies autrices, je vous invite vraiment à le faire. Et pour les personnes qui écrivent, donc les auteurs, les autrices qui passent par là, je vous invite également à le faire parce que personnellement j'ai beaucoup aimé les questions. Et on commence dès maintenant. Première question. Qui es-tu? Qu'écris-tu? Qui je suis? Vous le savez déjà, je m'appelle Marjorie. Ce que j'écris un thriller d'espionnage. Je l'ai longtemps classé dans la case Young Adult, sauf que ce n'est plus le cas maintenant. Parce que, premièrement, j'ai des personnages en particulier. Une qui est en plus mon personnage principal qui est assez vulgaire dans les mots qu'elle emploie. Deuxièmement, dans ma saga, ça m'est arrivé de parler tout simplement de masturbation féminine, de sujets également assez durs, ce qui fait que je ne pense pas que ce soit possible de le classer dans la case Young Adult. En plus, mon personnage n'a pas 15 ans. Quand la saga commence, elle a 24 ans. Si je me rappelle bien. Bref, ça... On va juste dire thriller d'espionnage. Et c'est une saga qui, normalement, fera 5 tomes. Je dis pas normalement, c'est sûr, puisque c'est écrit pour que ça tienne sur 5 tomes. Deuxième question. Tes proches savent-ils que tu écris? Si oui, qu'en pensent-ils? Sinon, pourquoi? Mes proches savent ce que j'écris. La première personne qui a lu ce que j'écrivais, c'était ma mère, parce que je lui avais tout imprimé, je lui avais demandé de me corriger. Donc elle m'avait dit que c'était très bien. Après, pour être honnête, il n'y a pas de personnes de ma famille qui me lisent. Parce que la plupart de ma famille, pour ne pas dire tous, ne lisent pas. Je suis vraiment la seule à vraiment beaucoup lire, à vraiment énormément lire. Donc je trouve ça particulièrement vexant, en fait, quand on écrit. Parce que j'aimerais bien être soutenue par ma famille, sauf que ce n'est pas le cas concernant l'écriture. Mais c'est encore plus vexant quand là, quand c'est les amis. C'est encore plus vexant quand c'est les amis, parce que là, en tant qu'ami, j'ai envie de dire, t'aimerais énormément être soutenue par tes amis, surtout que c'est tes amis, c'est pas ta famille, c'est pas pareil. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et donc par rapport à ça, j'aimerais beaucoup être soutenue par mes amis, et c'est pas tout le temps le cas. Et ce que je n'aime pas, c'est les gens qui te disent qu'ils vont te lire alors qu'ils ne vont jamais le faire, qui te disent ça uniquement pour te faire plaisir. Et ça, par exemple, j'avais pas ça des amis, j'appelle ça des fous culs. Soit tu t'abstiens de dire des mensonges de cette manière, parce que pour moi tout acte a sa conséquence, soit tu dis que tu vas le lire et tu le liras. Voilà, mais en général non. En fait, mes proches savent que j'écris. Donc quand je dis proche, quand c'est marqué proche, j'ai plus tendance à penser à ma famille. Ce qu'ils en pensent, c'est qu'ils trouvent que c'est bien, mais après ils ne me lisent pas, ou alors très peu. Troisième question. Quelle place a l'écriture dans ta vie? Dans ma vie, l'écriture a une place très importante. C'est un échappatoire, tout simplement.
J'écris depuis que j'ai environ 11 ans. Après, il faut savoir que quand j'arrivais vers la fin de mes années de collège, entre la 4e et la 3e, j'ai vécu en fait un harcèlement moral à l'école, ce qui m'a fait rentrer dans une case de dépression. J'avais des problèmes de famille, donc à la maison, et j'avais des problèmes à l'école, ce qui n'était absolument pas confortable pour moi. Et par rapport à ça, premièrement, j'ai pensé plusieurs fois à clairement sauter par ma fenêtre, à clairement me suicider. Et l'écriture m'a beaucoup aidée. Pendant cette période-là, c'est là où je pense que j'ai pris conscience à quel point l'écriture, j'aimais ça. J'aurais aimé avoir conscience de cet amour de l'écriture dans des situations moins tragiques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, l'écriture fait clairement partie de ma vie. J'écris tout le temps, ou du moins dès que j'ai le temps, j'écris. Et pour couronner le tout, j'aime énormément ce que j'écris actuellement. La 4e question, c'est est-ce que je tiens un carnet, un journal d'écriture et à quoi me sert-il? J'ai plusieurs carnets, j'ai un grand cahier où j'ai écrit les biographies de tous mes personnages que depuis le temps j'ai imprimé. Je m'en sers également pour tenir un tableau pour les NaNoWriMo ou les camps NaNoWriMo. J'ai pas les carnets à côté de moi, du coup je peux pas vous les montrer, ils sont sur mon lit et j'ai clairement la flemme. Et les deux autres, il y a le plan du premier tome de mon manuscrit, il y a aussi certaines descriptions d'immeubles. Je pense notamment à l'organisation d'agents secrets dans mon manuscrit qui a plusieurs étages. Et donc chaque étage correspond à un service particulier. Et enfin bref, dans mon carnet il y a plein de petites descriptions comme ça. Il y a également un carnet où c'est uniquement des extraits écrits au crayon gris. Parce que c'est des extraits qui sont placés dans d'autres tomes. Et où je note comme ça. Et il n'y a même pas forcément peut-être qu'ils seront même jamais dans mes tomes. Mais au moins ils sont écrits et je les mets de côté. Voilà, en général c'est plus des dialogues. 5e question, est-ce que j'ai un bêta lecteur? Et penses-tu qu'il est indispensable d'en avoir un? Je pense qu'il est indispensable d'en avoir un parce qu'au bout d'un moment, à force de lire ce qu'on a écrit, premièrement on ne va plus voir les fautes, on ne va pas forcément voir les incohérences. Et c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur pour que la personne nous dise ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça va nous aider à nous améliorer. Après, attention, un bêta lecteur doit nous dire quand même un avis qui est constructif et pas non, c'est nul ce que tu fais, c'est vraiment nul à chier, jette tout. Ça, c'est pas un bêta lecteur, c'est un con, clairement. Et ensuite, oui, j'ai un bêta lecteur, une bêta lectrice, évidemment, qui m'avait contactée à l'époque où j'avais une page Facebook sur Facebook pour me proposer son aide que j'avais acceptée et depuis c'est une amie. Elle a d'ailleurs sa chaîne YouTube et je vais vous mettre une petite fiche quelque part pour y accéder parce que ce qu'elle fait est vraiment bien. Elle parle du Japon, elle parle de la Suisse et elle parle également d'écriture parce qu'elle écrit également. Je te salue Héloïse si tu passes par là. 6e question, où publies-tu tes écrits, blog, site internet? Les yeux de la vengeance, donc mon manuscrit, est prévu pour être publié. Donc pour l'instant je ne le publie nulle part. Par contre j'ai un blog où il y a un synopsis qui est disponible. Le blog est en barre d'infos. Il a été créé il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ensuite j'ai quand même un compte sur Wattpad où je pense un jour publier quelque chose dessus.
Je ne sais pas si ça sera les Jeux de la Vengeance, je ne sais pas si ça sera un autre écrit. Je suis assez mitigée dernièrement par rapport aux Jeux de la Vengeance, parce que j'écris, c'est sûr, mais après je verrai vraiment ce que j'en fais. En général, ma première idée quand j'ai commencé à l'écrire, c'était l'édition. On verra si j'ai encore cette idée-là, parce que dernièrement, on va dire que tout ce qui se passe dans le milieu de l'édition commence clairement à me péter les ovaires et à me démotiver pas mal pour me faire publier un jour. Alors, la 7e question, qu'attends-tu de tes lecteurs à la lecture de ton œuvre? Commentaires constructifs, petite réaction par-ci par-là. Sachant que je ne suis pas publiée, je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question. Ensuite, la 8e question, c'est que fais-tu pour te protéger du plagiat? Il faut savoir que j'ai une peur énorme du plagiat, c'est pour ça que j'ai jamais franchi le pas jusqu'à maintenant pour publier mon œuvre sur internet, et c'est pour ça que j'hésite encore énormément à le faire, ne serait-ce qu'un extrait. J'ai juste le synopsis qui est sur mon blog, et même avec le synopsis, même si on me le vole, entre guillemets, c'est pas très grave, même si ça me ferait chier, parce que en sachant qu'il n'y a aucun extrait qui sont publiés sur internet, bah, l'histoire ne serait évidemment pas la même. Mais en général, ce que je fais pour le plagiat, bah, j'en ai peur. Le plagiat, j'en ai énormément peur et je sais pas forcément comment m'en protéger. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien par rapport à mon œuvre sur internet. J'en parle, mais très très peu, à cause du fait que j'ai peur du plagiat. Alors, la 9e question, c'est l'édition est une consécration pour toi. Je pense que j'ai répondu il y a 2 secondes par rapport à l'édition, ce que je comptais faire par rapport aux Yeux de la Vengeance. Donc ça répond à la question. Quelles sont tes références? Donc la 10e question, quelles sont tes références littéraires, cinématographiques? Littéraire, j'aime beaucoup évidemment J.K. Rowling avec Harry Potter, j'aime beaucoup Game of Thrones, j'aime beaucoup les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Après, je m'en suis pas forcément inspirée pour écrire. J'aime beaucoup lire, mais j'ai pas tendance à m'inspirer de d'autres autrices ou auteurs. Je préfère vraiment avoir mon propre style. J'évite de, même si je lis beaucoup, j'évite de m'inspirer de d'autres styles. Ensuite, en ce qui concerne mes références cinématographiques, j'en ai énormément. Donc là, je vais évidemment vous dire Game of Thrones, je vais vous dire Batman, je vais vous dire, avec la trilogie de Christopher Nolan, je vais vous dire la série Arrow, je vais vous dire énormément de choses, et je pense que par rapport aux Jeux de la Vengeance, l'histoire a plus été inspirée d'univers cinématographique que littéraire. J'ai énormément de références cinématographiques, mais après il y en a honnêtement très très peu qui ont inspiré les Jeux de la Vengeance. Je pense que les Jeux de la Vengeance ont surtout été inspirés par la série Arrow de la CW, parce que c'était à une époque où j'ai été totalement à fond dans cette série, ce qui n'est plus le cas maintenant. Je pense qu'elle est vraiment... que cette série est en train de creuser sa tombe, malheureusement à l'heure actuelle. J'espère que ça aura répondu à la question. 11e question. Écris-tu un récit à la fois ou plusieurs en même temps? Si tu en gères plusieurs, comment fais-tu? Je ne sais absolument pas écrire plusieurs manuscrits en même temps, et je connais plein d'autrices qui savent faire ça, écrire plusieurs manuscrits en même temps, et j'ignore comment elles font. J'aimerais le savoir parce que personnellement j'en suis incapable. Quand j'écris quelque chose, il faut que je sois à fond dedans, il faut que je ne pense à rien d'autre, et donc je peux pas me permettre d'écrire plusieurs manuscrits à la fois. Les Jeux de la Vengeance, ça fait depuis 2014 que j'y suis, et depuis je n'écris aucune autre œuvre. J'ai d'autres idées qui sont dans un coin de ma tête, qui à cause du fait que j'écris les Jeux de la Vengeance ne sortiront pas
ne seront pas écrits avant plusieurs années. Mais tout ça pour dire je suis incapable d'écrire plusieurs manuscrits à la fois. Quand j'écris un manuscrit, il faut que je sois concentrée à fond dessus. Sinon, c'est pas possible. Donc non, j'écris seulement un manuscrit à la fois. 12e question. Fais-tu des plans pour ton ou tes récits? Arrives-tu à t'y tenir? Avant, je ne faisais pas de plans. J'écrivais, je savais à peu près où j'allais. Enfin, je savais quel était mon but final. Mais j'y allais. Je faisais pas de plans et je me disais on verra où est-ce que je vais. Et à un moment, je me suis sentie bloquée. J'en pleurais. Clairement, j'en pleurais. J'étais vraiment bloquée. Je savais plus où aller. Je savais plus si ce que j'avais écrit avant était bon, si ce que j'étais en train d'écrire était bien. Je savais plus. Et je vais reparler d'Héloïse, d'Hélo, qui m'avait en fait conseillé un plan, qui est donc le voyage du héros. Et ça m'a totalement sauvé la vie. Si j'ai la possibilité, je vous mettrai la première partie de la vidéo qu'elle a faite sur ce sujet quelque part, en espérant que j'y pense. Mais en fait, ça m'a clairement sauvé la vie et depuis maintenant quelques années, j'écris que avec ce plan. Et donc oui, j'ai un plan et je m'y tiens parce que sinon j'aurais trop peur d'être bloquée de nouveau comme j'ai pu l'être il y a quelques années. 13e question. Peux-tu nous présenter le ou les personnages de ton choix? Je peux pas vous dire les parce que sinon on en a pour des heures. Par contre, je peux vous dire le personnage et je vais vous présenter donc Lucie, qui est mon personnage principal. Donc c'est une jeune fille qui au début de la saga a 24 ans si je ne me trompe pas. Elle a vu ses parents se faire tuer sous ses yeux quand elle était gamine. C'est pas un spoiler, ça vous lisez clairement dans le premier chapitre et c'est absolument pas un spoiler. Et par rapport à ça, qu'elle a vu ses parents se faire tuer, vous imaginez bien que c'est quelqu'un qui est profondément meurtri, c'est quelqu'un qui est abîmé psychologiquement, qui n'est pas totalement saine d'esprit, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un que je décris comme étant ni mauvaise, ni gentille, ou plutôt les deux en même temps. Elle est mauvaise et gentille en même temps. C'est un personnage qui a du caractère, elle est féministe, elle est bisexuelle. C'est un personnage que j'aime énormément. On peut l'aimer comme on peut la détester. Elle est pas blanche, elle est clairement pas blanche, elle a fait des conneries et elle en refera. Toujours. C'est un personnage que j'aime énormément. C'est d'ailleurs la première fois, je pense, que je tombe amoureuse d'un de mes personnages. J'aime tous mes personnages, mais vraiment, elle, je l'aime par-dessus tout. Et je la chouchoute, même si je suis très désolée pour toutes les choses horribles que j'ai pu lui faire vivre et que je continue de lui faire vivre. Mais c'est ça aussi être autrice, c'est faire souffrir ses personnages, sinon ça ne serait pas drôle. 14e question. Tes personnages te viennent avant le récit et tu dois donc leur trouver une histoire, ou bien le récit arrive en premier et dans ce cas, il te faut trouver les bons protagonistes. Deuxième option, c'est mon récit qui vient en premier et ensuite je trouve les personnages. C'est-à-dire que en général, de toute manière, mon histoire est centrée sur le personnage de Lucie. C'est Lucie, elle voit ses parents se faire tuer. Je sais que ses parents étaient agents secrets dans une organisation et je sais aussi que Lucie va chercher à se venger, à retrouver l'homme qui a tué ses parents. Tout ça n'est pas un spoiler, je tiens à le dire. Donc en fait, oui, c'est le personnage qui me vient en premier, mais c'est aussi le récit qui me vient en premier. Après, tous les personnages qui vont venir après, que ce soit ses amis, ses autres ennemis, des inconnus lambda qu'elle croisera, ça c'est à moi de les créer ensuite. Mais en général, c'est le récit et
un personnage qui sera le personnage principal qui me vient. Du moins pour les yeux de la vengeance, c'est ce qui s'est passé. Et après, par rapport à ce que j'ai déjà écrit dans le passé, ça peut se passer de différentes manières. 15e question. Comment tes personnages deviennent-ils? T'inspires-tu des personnages que tu connais? T'inspires-tu de personnes que tu connais? Ou bien les construis-tu de toutes pièces? Je pense qu'il y a clairement 0 personnage dans ma saga qui sont inspirés de personnes que je connais. Premièrement. Ensuite, mes personnages me viennent-ils? Ils me viennent un peu comme ça. Parce qu'à un moment, je vais me dire, ah bah tiens, j'ai envie de quelqu'un qui est un peu naïf, un peu émotif, un peu... ce genre de choses. Et paf, je vais créer un personnage qui ressemble à ça. Puis j'ai envie que Lucie, elle ait une meilleure amie, qui soit une dure à cuire, aussi comme elle. Paf, je vais créer, là par exemple, elle s'appelle Carrie. Etc. Donc ils me viennent au fur et à mesure que je réfléchis sur l'histoire. Et je crée ensuite des fiches personnages. Donc la plupart des personnages, de mes personnages, sont également une inspiration de ce que moi je pense, de moi-même. Après il y a quand même certaines choses qui ne sont absolument pas ce que moi je pense. Par exemple, Lucie a tendance à penser que la justice et la vengeance c'est absolument la même chose. Or, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Donc faut pas prendre tout au premier degré dans ma saga. Évidemment, après il y a beaucoup de personnages qui ont pu être inspirés de certaines choses que j'ai vues à la télé ou que j'ai lues dans les livres. Je pense notamment à un certain personnage qui s'appelle Shane. Vous allez en entendre parler très très rapidement dans le tome 1, où là je me suis énormément inspirée d'un personnage fictif qui s'appelle Slade Wilson. Et là je pense au personnage Slade Wilson dans Arrow, où je me suis inspirée de lui pour écrire ce personnage. Je pense que c'est la plus grande inspiration que j'ai dans mon manuscrit. Sinon tous les autres personnages ont été créés de toutes pièces, il y a uniquement lui où il y a une très grande inspiration de Slade Wilson joué par Manu Bennett. Parce que comme je l'ai dit, au début quand j'écrivais Les Yeux de la Vengeance, j'étais à fond dans Arrow. Je suis toujours maintenant... Enfin, j'aime toujours autant les 2 premières saisons de Arrow, mais plus que la série est devenue. Et donc ouais, je pense que Shane doit être la plus grande inspiration cinématographique de ma saga. Sinon tous les autres ont été créés soit par rapport à moi ce que je pense, par rapport à ce que je vois dans la vie de tous les jours, ce que j'entends. Mais il n'y a pas de réelle inspiration par contre de personnages réels comme ma mère, mon père, mon frère ou mon chat. 16e question. Fais-tu des fiches personnages et si oui, à quoi ressemble-t-elle? Du coup, je vous demande 2 secondes pour que je ramène l'une de mes fiches. Je peux pas tout vous montrer. Alors, je vais vous montrer donc la fiche personnage d'un personnage qui s'appelle Aaron, parce que c'est la seule qui ne comporte aucun spoil. Donc, ça se présente comme ça. Donc c'est très petit parce que c'est le strict nécessaire. Mais si jamais je vois qu'il manque des choses, j'ai une autre feuille de fiche personnage qui est entièrement vide avec certaines questions. Et si je vois que je manque de quelque chose, ça sera grâce à cette fiche. Donc par exemple, là il y a le prénom qui est surligné en bleu parce que évidemment c'est un homme. Donc il s'appelle Aaron. Là j'ai marqué qu'il était petit, pas très musclé, qu'il avait les cheveux noirs, les yeux marrons, qu'il avait une voix normale, c'est-à-dire ni grave ni aiguë, qui se situe entre les deux. Qu'il a un style vestimentaire normal, c'est-à-dire jeans, t-shirt, etc. Il se casse pas trop la tête. Mais ça lui arrive d'avoir un style classique, c'est marqué. Donc ça lui arrive d'être en costard, mais en général il a un style assez basique. Il est né à Paris le 1er juin 1993, il a aucune croyance, il est hétéro. Les aucune croyance, quand je mets ça, c'est assez important puisque la plupart de mes personnages sont athées pour la simple raison, c'est que moi je le suis. Par contre, il est hétéro
Or, ce n'est absolument pas mon cas. Ensuite, j'ai marqué ses hobbies, ses phobies, son tempérament. Par exemple, là, c'est marqué il est assez calme, contrairement à son père. Il a jamais connu sa mère, ça c'est dans les descriptions, etc. C'est vraiment le strict nécessaire que j'ai besoin pour connaître mes personnages et tout ce qui est hobby, phobie, c'est assez important pour savoir un peu à quel type de personnage nous avons affaire. Donc là, c'est le seul personnage que je pouvais vraiment vous lire parce qu'il n'y a aucun spoiler. Et c'est pas un personnage super important dans le tome 1, enfin si, mais pas que. Alors que tous les autres, je peux absolument pas vous lire parce que c'est des grands spoilers. 17ème question, pour toi, qu'est-ce qu'un bon personnage? Alors premièrement, je pars du principe qu'un bon personnage peut être un personnage cliché. Ça me dérange pas tant que ça. Mais un bon personnage, par contre, pour moi, c'est quelqu'un qui est bien écrit. Vous pouvez écrire un personnage cliché à partir du moment où il a son histoire. Où on explique par exemple pourquoi elle rêve d'un prince charmant qui vient la réveiller à la Belle au bois dormant. À partir du moment où ce personnage a son histoire, même s'il est cliché, ça reste un personnage qui est bien écrit. Pour moi, un personnage bien écrit, c'est un personnage qui a son passé, son présent et son futur. Où l'auteur, l'autrice, sait exactement où va son personnage. Un bon personnage, c'est un personnage qui est bien écrit, qui a ses qualités, qui a ses défauts. Ne faites pas de personnages parfaits, c'est très énervant. Faut faire comme des personnages qui peuvent nous ressembler à nous. Pas obligatoirement, mais en tout cas, qui sont humains, qui ont des émotions et qui ont surtout des qualités et des défauts. Je trouve que c'est très important d'accorder à vraiment tous les personnages des qualités et des défauts. C'est très important. Donc un bon personnage, c'est un personnage qui est bien écrit et qui a des qualités et des défauts, qui a un passé, qui a un présent et qui aura ou pas un futur. 18ème question. As-tu des avatars existants de tes personnages, acteurs, chanteurs ou bien te sers-tu de logiciels ou du jeu Les Sims pour les représenter? Alors la question est non, non, non et non. Je me sers de rien parce que mes personnages sont dans ma tête. Quand j'écris ma saga, je les décris physiquement comme blond, yeux bleus, cheveux plaqués sur le crâne, un visage... j'en sais rien, tiré ou ce genre de choses. Et j'aime déjà pas lire en fait des histoires, clairement on a des avatars ou je ne sais quoi à côté où c'est représenté par des acteurs. J'aime pas, en fait, j'aime pas lire ce genre d'histoire. Je préfère vraiment quand c'est écrit comme un roman normal et que le lecteur ou la lectrice s'imagine avec les descriptions que l'auteur ou l'autrice a laissé, s'imagine bien le personnage en question. Mais tout ce qui est avatar, chanteur, acteur, c'est clairement pas mon truc. 19ème question, si tu n'as pas d'avatar, pourquoi? Je viens de répondre. 20ème question, aimerais-tu rencontrer tes personnages? Si oui, que se passerait-il? Sinon, pourquoi? Il y a des personnages que j'aimerais rencontrer et d'autres non. Par exemple, Lucie, c'est clairement le genre de personnage que si tu la regardes de travers, je vais pas te dire qu'elle va te tuer, mais si elle te tue pas, c'est pas loin. Donc elle, on va dire que même si c'est ma création, j'irai peut-être pas forcément lui parler. Par contre, il y a d'autres personnages que j'ai tués parce que j'étais obligée de les tuer, que j'ai fait bien souffrir. J'aimerais aller leur faire un câlin et leur demander pardon. Je pense notamment aux parents de Lucie, où là clairement j'aimerais vraiment leur faire un câlin et leur demander pardon pour tout ce que je leur ai fait. Je suis désolée, mais l'histoire devait commencer comme ça. 21ème question, quelles sont tes relations avec tes personnages?
Il n'y a pas un personnage de ma saga, même le plus horrible qui soit, que je n'aime pas. Je les aime tous. Donc j'ai une relation très proche avec tous mes personnages. Je les aime tous. Pour moi, c'est ma deuxième famille, tout simplement. 22e question. Quel est le point commun que tu partages avec tous tes personnages? Alors, j'ai des yeux, j'ai un nez, j'ai une bouche, j'ai des oreilles, j'ai des cheveux. Quoique, il y en a un qui est chauve, je crois. J'ai des bras, j'ai des jambes. Je suis humaine. Non, en fait, le point commun que je pourrais dire que j'ai avec tous mes personnages, c'est que je ne suis pas parfaite, que j'ai des qualités, que j'ai des défauts, qu'il m'arrive d'être en colère, qu'il m'arrive d'être heureuse, qu'il m'arrive de ressentir des émotions. C'est des personnages qui sont tout simplement humains, que j'ai fait en sorte qu'ils soient le plus humains possible, même si c'est une fiction. Donc voilà. 23e question. Laisses-tu tes personnages libres dans ton récit ou bien fais-tu très attention à leurs faits et gestes? Alors j'ai un plan, donc il faut bien entendu que ça ne dépasse pas le plan. Mais je les laisse quand même assez libres. C'est-à-dire que d'une certaine manière je les contrôle, mais pas trop non plus. Ils ont leur liberté. Parfois je parle de choses qui n'étaient absolument pas prévues. Par exemple, hier j'ai réécrit un passage où il était question de prière. Je tiens à préciser que je suis athée, mais que Lucie également. Mais bref, c'est toujours pas un spoiler, ne vous inquiétez pas. Et où j'ai commencé à parler un petit peu de religion en fait. Alors que c'était absolument pas prévu. C'est juste que comme ça m'a fait penser à certaines choses et je me suis dit, bon bah voilà, j'ai voulu par exemple faire passer le message que toute croyance et non-croyance devrait être respectée et que toute religion devrait également être respectée. J'ai voulu faire passer ce message et c'est ce que j'ai fait, je suis contente de l'avoir fait passer. Mais de base, c'était absolument pas prévu, donc oui, ça m'arrive que mes personnages aient une certaine liberté. Mais en général, c'est quand même contrôlé parce qu'il faut pas que ça dépasse ce que j'ai prévu dans le plan. Mais ils n'ont pas des barrières, ils ont quand même une certaine liberté. 24e question. Es-tu déjà tombé amoureuse d'un ou de plusieurs de tes personnages? Si oui, ça va? Écoute, super. Je suis déjà tombée amoureuse du personnage de Lucie. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques secondes. Et j'ai rien à rajouter, sauf que c'est un personnage que j'aime d'amour, et que pourtant je ne cesse de la faire souffrir. Et ça va continuer comme ça de toute manière jusqu'au tome 5. Et elle va en morfler, mais en tant qu'autrice, faire souffrir ses personnages, c'est très jouissif. 25e question. Lorsque tu as terminé un récit, fais-tu facilement le deuil de tes personnages? En sachant que là c'est un tome 1 qui est de base terminé, je suis en train de le réécrire parce que il y a certaines choses qui vont changer. Lorsque j'ai terminé d'écrire le premier tome, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pleuré. Je pensais jamais pleurer un jour, mais j'ai vraiment pleuré parce que j'étais vraiment satisfaite de l'avoir terminé. Là pour la réécriture, je vais pas pleurer parce que c'est différent, c'est juste une réécriture. Donc j'ai pas vraiment fait le deuil parce que c'est un tome 1, mais j'étais contente de l'avoir terminé. Par contre, vu comment j'ai pleuré pour le tome 1, j'ai même pas envie de m'imaginer au tome 5. Donc clairement là, ça sera le moment de leur dire au revoir. Parce que là, je pense vraiment que je vais chialer ma race. Je suis vraiment très attachée à mes personnages, donc pour le tome 5, je pense que ça va être assez compliqué. 26e question. Quelles sont tes relations avec les personnages des autres autrices? Arrives-tu à t'attacher facilement à eux? Leur donnes-tu une valeur spéciale? Alors, j'arrive à m'attacher à des personnages quand je lis, ça y a aucun problème, mais j'avoue être rarement tombée clairement amoureuse d'un personnage d'un autre récit que le mien.
par exemple, J.K. Rowling, je suis tombée amoureuse de ses personnages. Pareil pour Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Également des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Mais c'est vraiment des récits qui se comptent sur les doigts d'une main. Parce que j'arrive à m'attacher à des personnages, mais jamais très profondément. Quand je m'attache très profondément à des personnages, c'est assez rare. Là, je vous ai cité 3 œuvres et je suis même pas sûre qu'il y en a d'autres, en fait. Donc oui, j'arrive à m'attacher à des personnages, mais jamais super profondément. 27e question. Peux-tu citer quelques personnages d'autres auteuristes que tu apprécies particulièrement? Alors, je peux vous citer Daenerys Targaryen de Game of Thrones, parce que c'est un personnage que j'aime énormément. Mais si on parle d'auteuristes qui sont dans la même situation que moi, qui sont soit publiés sur Wattpad ou dans des petites maisons d'édition, pour être honnête, je lis leurs œuvres, ça y a aucun souci parce qu'il faut se soutenir. Par contre, j'ai pas de personnages là tout de suite qui me viennent en tête. Du coup, malheureusement, on va rester sur du Daenerys Targaryen. 28e question. Est-ce que tu aimerais parfois mêler tes propres personnages à ceux d'autres auteuristes? Tu penses que ça donnerait quoi? Ça m'est jamais venu en tête. Après, j'écris ce que moi j'aurais aimé lire. Et il faut savoir que j'ai jamais lu un thriller d'espionnage de ce type. Du coup, en fait, par rapport à ça, ça serait très compliqué de mêler mes personnages à une autre œuvre. Je peux juste vous donner ça comme réponse. Si vous connaissez des thrillers d'espionnage, je vous en prie, contactez-moi. Mais en sachant que là c'est pas le cas, je peux pas me dire comme ça, bah, j'aimerais bien mêler mes personnages à telle œuvre. Parce que actuellement ce n'est pas possible. 19e question. La page blanche, t'a-t-elle déjà fait défaut? As-tu des conseils pour l'éviter et s'en sortir? Ce que je peux vous conseiller pour la page blanche, c'est que soit prenez un bouquin que vous avez déjà lu, ou pas d'ailleurs, et lisez-le. Soit lisez déjà ce que vous avez écrit avant. Même si c'est tout votre roman, ou même si c'est un chapitre, ça peut marcher. Lire ce que j'ai déjà lu, ça a déjà marché pour moi. Voilà, et en général, si vous avez la page blanche et que vous n'avez pas de plan, ça peut également venir de ça. 30e question. Ouh, il est long ce tag, non? 30e question. As-tu des liens ou des bonnes adresses pour autoristes à partager? Alors les liens que j'ai, je pense que tout le monde les connaît. Je peux notamment citer le Comptanoitmo, le Nanoitmo ou le compte Twitter Communauté Auteur. Celui-ci vous le connaissez peut-être pas, mais en tapant Communauté Auteuriste sur Twitter, vous tombez directement dessus. C'est un très bon compte d'aide entre auteurs et autrices amateurs ou non. Et je vous le conseille si vous ne le connaissez absolument pas. 31e question. As-tu des conseils ou petits mots encourageants à partager aux autres? Ne cessez jamais d'écrire. Même si on vous dit que ce que vous écrivez est nul, c'est pas vrai. Rien n'est nul. Aucune histoire, toute histoire est innovante. Ne pensez jamais que vous êtes nul, que vous n'avez aucun talent. Pour moi, c'est 10% de talent et le reste, c'est que du travail. Ne pensez jamais que vous êtes nul, continuez d'écrire. 32e question. Écris-tu avec ou sans musique? Quelle est la place de la musique dans tes projets? J'écris avec de la musique, particulièrement de la musique instrumentale, de films, de séries ou de la musique classique. Je pense notamment à Harry Potter, les Animaux Fantastiques, Game of Thrones. Ça c'est la base, les musiques de Game of Thrones, c'est une pépite. Aussi les musiques de Batman par rapport à la trilogie de Christopher Nolan ou même les derniers DC Comics de Man of Steel, Batman versus
Spider-Man, Justice League. Ce genre de musique c'est aussi très bien. Après j'ai de la musique instrumentale, enfin classique. En général c'est beaucoup de musique instrumentale quand j'écris parce que ça me plonge vraiment dans mon univers. Sinon ça m'arrive d'écouter de la musique, pour ainsi dire normale, avec des paroles. Là je suis dans la phase de réécriture, du coup la musique avec les paroles ça ne me dérange pas trop parce que ça n'empêche pas mon imagination et mon cerveau de continuer. Donc j'écoute de la musique normale, notamment j'aime beaucoup l'émission Quotidien, et sur Spotify ils ont des playlists, puisque dans l'émission ils demandent aux invités certaines musiques, et du coup ça m'arrive souvent d'écouter les playlists parce qu'il y a vraiment de tout dans leur playlist, ce qui est super bien. Et du coup oui, j'ai un abonnement sur Spotify et c'est là que j'écoute mes musiques parce que cette plateforme est tout simplement géniale et ça m'évite de dépenser 90 000 albums parce que sinon je serais ruinée depuis bien longtemps. Avant-dernière question du coup, 33e question. D'après toi, quels sont tes points faibles? J'ai encore certaines difficultés à décrire les scènes de combat. J'ai tendance parfois à faire trop de dialogue et pas assez de description. J'ai tendance à vouloir en faire trop ou pas assez. Comme beaucoup d'auteuristes, j'ai tout simplement beaucoup de défauts. Mon écriture n'est pas parfaite. Mon écriture est tout simplement basique. Parfois je manque de vocabulaire et quand c'est le cas, je cherche dans les synonymes pour ne pas trop tomber dans la facilité avec certains mots. J'ai tendance à trop vouloir utiliser des mots très simples comme être, comme avoir. Et là pareil, les synonymes sont une très grande aide. Et j'avais oublié de vous parler de quelque chose dans ma vidéo sur l'écriture. C'est du logiciel Antidote qui existe, qui est un fabuleux correcteur. Ce logiciel c'est une bombe, clairement il est génial, c'est le feu. Et dans la dernière version il y a également une partie répétition, donc si comme moi vous faites énormément de répétitions sans forcément vous en rendre compte, bah, ce logiciel peut beaucoup vous aider. Et en plus de correcteur il fait également dictionnaire, synonyme, etc. C'est vraiment un très bon logiciel. Il existe également sur smartphone, je l'ai acheté également sur smartphone, sauf que là il ne fait pas correcteur, il est plutôt concentré on va dire sur tout ce qui est dictionnaire, synonyme, etc. Mais dans les deux cas c'est un très bon logiciel que je vous conseille à tous. Pour moi, tout auteur et auteuriste devrait l'avoir. Il a son prix, il coûte 100 €. Personnellement je l'ai eu à 95 parce que j'ai la carte Fnac. Mais il a son prix, mais pour être honnête, vu ce qu'il fait, le prix vaut le logiciel. 34e et dernière question. Et quels sont tes points forts? Tout simplement. Alors mes points forts, ça va être les descriptions. J'aime beaucoup décrire tout ce que mes personnages voient, tout ce qui se passe. Parfois j'ai même tendance à en faire un peu trop, donc j'évite de trop décrire. Mais tout ce qui est description, j'aime beaucoup, et j'aime aussi énormément m'amuser avec les émotions. C'est-à-dire j'aime énormément décrire comment un personnage se sent, s'il souffre, s'il est heureux. En général c'est surtout la souffrance que j'aime bien décrire, parce que pour être honnête, il n'y a pas un personnage dans ma saga qui est heureux. Donc si vous n'aimez pas les gens se plaindre, vous allez avoir du mal. En général, dans la vie de tous les jours, je n'aime pas les gens se plaindre. Mais par contre, j'aime énormément les personnages qui sont torturés. Et j'ai créé des personnages qui sont, pour la plupart, énormément torturés. Donc en tant qu'autrice, c'est un véritable plaisir d'écrire une histoire comme celle-ci. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur mon moi autrice et également sur ma saga.
Si vous ne savez toujours pas de quoi parle ma saga, je vous invite à aller en barre d'infos, il y a un blog et sur le blog, dans la catégorie mes écrits, il y a le premier tome où j'ai mis le synopsis et je vous invite à aller le voir. Sinon je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à reprendre le tag, moi j'ai bien aimé, donc voilà, n'hésitez pas à le reprendre. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un like ou pas, laissez un commentaire, parlez-en autour de vous. Je suis désolée, je suis encore malade, j'ai encore mal à la gorge. On se dit donc à très bientôt. Ciao!